Démarrée en 1985, la série Gradius de Konami a marqué durablement de nombreux fans de shoot'em up, autant pour son gameplay innovant que pour sa difficulté redoutable. Une autre série a très vite su se faire une place dans le cœur de nombreux joueurs de par la richesse de ses volets et l'humour de son univers bariolé, qui n'excluait pas pour autant des challenges parfois corsés. Cette série de jeux, parodiant avec intelligence le gameplay de Gradius, c'est évidemment la bien nommée Parodius. En 1988, le premier Parodius fait son apparition au Japon uniquement sur ordinateur MSX. Bien que techniquement limité par une palette de couleurs restreinte et un scrolling particulièrement haché, cet épisode quasi inconnu chez nous n'en est pas moins un épisode essentiel qui mettra en place certaines bases que l'on retrouvera tout au long de la série. Parodius Tako wa Chikyu o Suku, puisque c'est son nom complet, nous conte l'histoire de Tako, petit poulpe programmeur qui va décider de combattre une mystérieuse entité aspirant les rêves des humains. Celle-ci se révélera finalement être un Baku, un tapir dévoreur de rêves que l'on trouve dans le folklore japonais. Pour mener à bien cette mission, le joueur pourra diriger Tako mais aussi d'autres personnages issus des licences Konami. Le petit manchot du jeu Antarctic Adventure, qui deviendra pendant un temps la mascotte de Konami, Goemon, le ninja vedette de Ganbare Goemon, Popolon le chevalier, du shoot'em up MSX Nightmare, dont ce sera l'unique apparition dans un Parodius, et bien sûr Vic Viper, le vaisseau fétiche de Gradius. En quelque sorte, cet épisode pilote met en place un cahier des charges de ce que contiendront les jeux Parodius par la suite. Des musiques reprenant des airs très connus du répertoire classique, la présence d'ennemis bizarres récurrents comme les manchots ou certains boss, un système de power-up progressif hérité de Gradius, ou encore la présence des cloches bonus issues de Twinbee, ici appliquées à un shoot'em up horizontal. Si c'est le titre le moins connu de la série, c'est aussi l'un des plus durs de par ses limitations techniques qui le rendent difficile à manier, mais aussi à cause de certaines séquences particulièrement frustrantes pour le joueur. Il faudra ainsi éviter des tirs de laser apparaissant brièvement sur les bords de l'écran, slalomer entre des blocs de pierre se détachant du plafond d'une caverne de plus en plus rapidement, survivre à une coupure de courant masquant régulièrement décors et obstacles, ou tenter de battre une main méca géante à un jeu aléatoire de pierre-feuille-ciseaux qui imposera de recommencer au début du niveau à chaque échec. Malgré leur apparence amusante, les boss sont souvent redoutables et certains, comme l'œil féminin inspiré de Gegege no Kitaro, ou l'épouvantail Heino Heino Moheji dont la vie ne tient qu'à un fil, n'apparaîtront que dans cet épisode. Au niveau gameplay, le jeu introduisait quelques originalités plus ou moins heureuses qui seront abandonnées dans les épisodes suivants. Des trous dans les décors qui permettaient aux joueurs de passer instantanément du haut au bas de l'écran et inversement, des warp zones cachées qui permettaient d'accéder à des niveaux bonus retors se concluant systématiquement par un mini-boss surarmé, ou encore certaines cloches qui avaient des effets inédits comme le gel du temps ou la possibilité de se téléporter de la gauche à la droite de l'écran. En 2007, ce Parodius originel ressortira au Japon sur la compilation PSP Parodius Portable. Il bénéficiera pour l'occasion de graphismes plus colorés, du remix de ses musiques et d'un scrolling enfin fluide. La possibilité de sauvegarder à tout moment sa progression le rend aussi beaucoup plus accessible aux joueurs, plus vraiment habitués à autant de sadisme de la part d'un jeu au graphisme kawaii. Sorti sur arcade en 1990, Parodius Da est, au contraire de son prédécesseur, l'épisode le plus connu du public occidental. Car c'est le premier Parodius à être sorti en Europe sur de nombreuses consoles. Cette fois, Tako et ses amis se dressent sur le chemin d'une machiavélique pieuvre de l'espace, menaçant la Terre et servant surtout d'argument pour de nouveaux délires parodiant cette fois-ci spécifiquement Gradius 3. Comptant à présent 10 niveaux différents, tous très colorés et originaux, le jeu se dote de scrolling différentiel, d'un mode auto dans la gestion des power-up, une petite aide bienvenue permettant de se concentrer sur l'action, et d'un mode de joueur jouable alternativement. Visuellement très riche, cet épisode fait la part belle aux boss mémorables et aux passages corsés, comme celui des cerisiers japonais qui se déplacent, ou une séquence aquatique nécessitant de tuer le moins de poissons possible sous peine d'être submergé de boulets de suicide. L'attention aux détails est impressionnante, même pour des gags qui n'apparaissent que quelques secondes à l'écran, comme avec ses douches pour manchots ou encore le petit parapluie dont est affublé le vaisseau du joueur lorsqu'il traverse un niveau orageux.
Parodius Da est aussi l'épisode qui a été le plus porté sur des machines différentes, et en général avec des ajouts par rapport à l'arcade. Ainsi, la version Super Famicom, en plus d'être une très fidèle conversion, s'est vue dotée de 2 niveaux supplémentaires, l'un se déroulant au sein d'un établissement de bain japonais, et l'autre, accessible depuis le menu principal, faisant office de mode Score Attack. Ce type de niveau bonus axé sur le scoring sera aussi présent sur l'excellente version PC Engine, où 3 boss complètement inédits récompenseront les joueurs les plus performants. Cette version bénéficie également d'une introduction animée inédite au lancement du jeu. La compilation sortie sur PlayStation et Saturn disposait, elle, d'un monde caché qui s'activait après un slalom spécifique entre des ennemis. Se déroulant dans une gare ferroviaire, il se concluait tout naturellement par un affrontement contre un manchot contrôleur. Sur Game Boy, une version monochrome de Parodius verra le jour. La disparition de certains niveaux pour des raisons techniques évidentes sera compensée par l'ajout d'un niveau de caverne et de son boss inédit, ainsi que par une Warp Zone bonus permettant de le finir sans combattre ce dernier. Un sound test est aussi accessible via le fameux Konami Code. Enfin, si la version Famicom, annoncée à l'époque par des pubs télés animées, souffre de clignotements et d'une censure de Lika, la danseuse en bikini, c'est aussi la plus intéressante en matière de contenu. En effet, pour compenser la disparition de plusieurs des niveaux d'origine, l'équipe chargée du portage y a non seulement ajouté un niveau inédit de fête foraine, mais aussi plusieurs mini-niveaux et boss cachés accessibles via des endroits spécifiques. Si la plupart ne sont que des refontes de décors existants sur arcade, l'un est particulièrement intéressant car il nous permet de répondre à une question essentielle pour tout fan de la série: de quoi se compose l'intérieur du fameux vaisseau Moai ? En 1994, alors que l'intérêt des joueurs arcade pour les shooting games décline progressivement au profit des fighting games, Konami sort Gokujo Parodius. Titre nostalgique dédié à la gloire passée des shoot'em up. D'après son développeur principal, Tokuda Tsukasa, l'ajout de 8 nouveaux personnages jouables est une réponse directe à la multiplication des personnages dans les jeux de baston. Parodius oblige, ces personnages hétéroclites seront Hikaru et Akane, des bunny girls volant sur leurs missiles, Michael et Gabriel, les cochons angéliques, Mambo et Samba, les poissons lunes, clin d'œil au shoot'em up Space Mambo, et Koitsu et Soitsu, des bonhommes bâtons s'exprimant dans un langage codé. Cet épisode marque aussi l'arrivée dans l'équipe de Shuzilo Ha, pseudonyme de Hamakawa Shujiro, dessinateur emblématique de Konami dans les années 90. Ces designs de décors et d'ennemis, des plus petits aux plus gros, couplés à la puissance des nouvelles cartes d'arcade Konami GX System, contribueront à faire de cet épisode une réussite visuelle et technique. Les sprites sont très gros et bien animés. Les décors composant les 9 niveaux du jeu, colorés et multidirectionnels, et les orchestrations excellentes. Notons à ce sujet que si le choix d'airs connus, comme la frénétique ouverture de Guillaume Tell de Rossini ou un remix disco de la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, apportait un côté décalé au jeu, il permettait aussi, d'après M. Tokuda, d'attirer plus facilement l'attention des joueurs au milieu du brouhaha des salles d'arcade. Côté gameplay, le jeu introduisait la possibilité de jouer à 2, cette fois simultanément, les personnages pouvant en plus entrer dans un mode furie destructeur s'ils se tiraient régulièrement dessus, un mode semi-auto permettant de reprendre la main si la gestion automatique des upgrades était trop dirigiste pour le joueur, une fonction revival instantanée lors du mode de gestion auto permettant de continuer immédiatement le niveau sans avoir à recommencer au checkpoint, ainsi qu'un niveau challenge déclenché aléatoirement où il fallait venir à bout d'un vaisseau Moai boosté sans utiliser de continu. Ajoutons à cela l'adaptation progressive de la difficulté au niveau du joueur avec des boss variant plus ou moins leurs attaques, ainsi qu'un niveau bonus, accessible après le générique de fin et proposant un véritable challenge destiné aux pros du One Credit. Un portage plutôt correct du jeu sera fait sur Super Famicom via une cartouche de 16 mégas qui proposera 3 personnages jouables aux attaques différentes exclusivement sur cette console. Goemon, qui faisait ici son retour, Kid Dracula et Upa, le poupon super-héros. Le jeu sortira également en Europe via une compilation sur Saturn et PlayStation sous le titre Fantastic Journey. Cette version propose des traductions plus ou moins réussies des textes et des voix, mais se verra aussi légèrement censurée par crainte de froisser une certaine grande puissance mondiale. La version PSP sortie plus tard et uniquement au Japon, elle, ne sera pas censurée.
Mais certaines de ces musiques seront modifiées pour cause de perte des droits d'exploitation de Konami. Dans ce premier Retro & Magic consacré à Parodius, nous avons vu comment de simples jeux parodiant Gradius, la série s'est progressivement démarquée pour définir ses propres codes et son univers personnel, généreux et bariolé. Dans le prochain numéro, nous verrons comment cette évolution s'est poursuivie au travers de 2 autres titres, sortis uniquement au Japon, et comment la série a négocié le déclin progressif du shooting game.